On reçoit Étienne Grandmont, député de Tachereau pour Québec solidaire. Bonjour Étienne. Bonjour Philippe. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a à peu près un mois. On ne connaissait toujours pas ce qui allait nous attendre dans ce fameux rapport de la CDPQ. On avait quand même parlé de transport collectif. Là, on en connaît le contenu. Qu'est-ce que tu en as pensé d'abord quand le rapport a été présenté, avant les réactions politiques là, la semaine dernière? Est-ce que ça, je pense qu'à Québec solidaire, ça vous a beaucoup plu. En fait, ce que vous avez dit, c'est exactement ce que nous, on promeut depuis des années. Exact. J'avais des doutes. Au début, je l'avais mentionné au départ. La CDPQ Infra devrait agir de façon sérieuse, sans quoi elle pourrait perdre sa crédibilité dans ce dossier-là. Parce que c'est clair que ça ressemblait à une commande politique, soit de perdre du temps, soit d'envoyer vers un projet X ou Y bien précis. Or, il apparaît que la CDPQ Infra, la Caisse des dépôts et de placement Infra, là, a fait une job, somme toute, très bonne, en fait. Et parfaitement indépendante. Complètement indépendante. La preuve, c'est que c'est effectivement, ça ressemble vraiment à une gifle, en fait, pour le gouvernement Legault, parce que c'est un retour au projet de tramway de 2018, tel qu'il avait été imaginé, en fait, par la Ville de Québec, là, à cette époque-là, avec le maire Labaume et Philippe Couillard, même avec on parlait de trambus sur Charest à l'époque, mais là, c'est un SRB, mais sensiblement, c'est la même chose, avec un SRB aussi qui passe sur le pont de Québec, qui s'en va jusqu'au mouvement, déjà, au campus des Jardins, du côté de Lévis, une première ligne de tramway qui monte vers Charlebourg plutôt que d'Estimauville. Puis après ça, on complète avec des lignes vers d'Estimauville et vers Le Bourgneuf. Donc pour moi, c'est un plan qui somme toute, respecte ce que les experts ont toujours dit. Ça prend une colonne vertébrale de tramway, c'est le bon mode au bon endroit. Desservir Charlebourg en premier, c'est la bonne chose. Il recommande aussi de ne pas faire de troisième lien, parce que quand il regarde les données de mobilité, les données de transport, les flux de déplacement le matin, le soir en heure de pointe, il n'y a rien qui justifie un troisième lien à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas d'enjeu là. Donc, moi, j'étais somme toute vraiment très content. Par contre, aujourd'hui, si j'étais le patron de la CDPQ Infra ou de la CDPQ tout court, Charles-Émond, moi, je serais un peu fâché. En fait, je serais très fâché envers le gouvernement Legault parce que il est en train de complètement dénaturer le projet. Il est en train de prendre des extraits du projet pour justifier un troisième lien sous la notion ou sous l'argument de la sécurité économique. Toutes des choses que, finalement, la CDPQ n'a pas écrites et que, finalement, le gouvernement, en tout cas François Legault et Geneviève Guilbeault, principalement, sont en train de renverser, transformer, jeter à la poubelle, parce que c'est juste la première phase aussi. Donc, il parle de sécurité économique dans le rapport, mais un peu sous la jambe, là, en disant si on tirait par les cheveux, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait invoquer pour justifier la consommation. Mais même dans le rapport... Ils s'aventurent même pas jusqu'à dire que ça se peut que ce soit un argument intéressant. Ils disent, dans les 70 acteurs qu'on a rencontrés, il y en a quelques-uns qui nous ont dit que la notion de sécurité économique était un enjeu. Ça dépasse notre mandat. On ne peut pas l'analyser. On doit respecter notre mandat qui est un mandat d'analyse mobilité. Et le gouvernement, à la page 99, prend ces deux phrases-là et dit ça prend un troisième lien pour la sécurité économique. Ouais, c'est ça. Il extrapole. Il extrapole, exactement. Donc, si je reviens sur le projet de tramway, c'est une bonne nouvelle. Là. Je veux dire, si effectivement on va de l'avant, puis François Legault l'a dit, là, on veut agir rapidement, on veut le faire. Je nous rappelle aussi qu'en décembre dernier, donc c'était pendant le Infoman là, de fin d'année, le premier ministre avait dit, moi j'attends le rapport de la CDPQ Infra, en parlant du tramway, ou en tout cas du transport structurant, j'attends le rapport en juin. Et à partir de ce moment-là, go, on fonce. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est que pour la partie tramway, à tout le moins, on avance rapidement. Puis pour l'instant, dans la conférence de presse, le premier ministre n'a pas donné d'échéancier. Donc, moi, j'invite absolument toute la population qui est intéressée par le projet du tramway à essayer de mettre une pression d'une manière ou d'une autre sur les élus de la grande région de Québec et sur le premier ministre et sur la ministre des Transports, parce qu'on doit commencer les travaux le plus rapidement possible. C'est une question de coût. Plus on attend, plus ça finit par coûter cher. C'est une question aussi politique. On pourrait se poser la question, qu'arriverait-il s'il y a des élections au municipal et que les choses changent, les gens qui sont élus sont moins porteurs du projet? Qu'arriverait-il s'il y a l'élection fédérale qui pourrait s'en venir au printemps ou à l'automne prochain? Donc, ce que vous dites, c'est pour sécuriser ce projet-là. Exactement. Il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. Ça, c'est clair pour moi. Ça, c'est sûr. Il y a même dans le rapport de la CDPQ cette idée, dans des phases ultérieures de développement d'un tunnel centre-ville à centre-ville pour les transports en commun. C'est pas dans les cartons pour François Legault, il était assez clair là-dessus non plus. Non, puis c'est une idée intéressante. En fait, la CDPQ l'amène en disant, à partir de 2035, si on a fait une densification suffisante du côté de Lévis, parce qu'évidemment, tout projet
transport collectif n'est pas bon immédiatement à prendre. Il faut s'assurer aussi qu'il est valable, qu'il vaut la peine. Donc, si on veut faire un tunnel, par exemple, sous le fleuve, on peut imaginer que ça coûterait plusieurs milliards de dollars. Ben, il vaut mieux s'assurer que dès son ouverture, on a déjà quand même une masse de personnes, d'usagers qui vont le prendre rapidement. Donc, c'est une des conditions, des étapes qui nous semblent effectivement bien correctes. Maintenant, sur le troisième lien, ça, c'est l'autre patente. La sécurité économique, Philippe. Ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans qu'il est interdit aux camions de passer sur le pont de Québec. Est-ce que vous avez entendu parler de notion de sécurité économique en lien avec le pont de Québec et le transport des marchandises depuis 32 ans? Moi, jamais. 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 Est-ce qu'on fait de la sécurité, est-ce qu'on parle de sécurité économique quand on parle des changements climatiques du côté gouvernemental? Si on investit dans l'adaptation au changement climatique, là, c'est dit, là, ça a été prouvé. Il y a des études qui disent que tout argent qu'on investit aujourd'hui, c'est 10 fois, 15 fois le prix qu'on économise plus tard. C'est de la sécurité économique en tabarouette, ça. Mais non, jamais on a entendu cette notion-là. En itinérance, on sait que ça coûte moins cher d'investir dans les mesures pour ramener les gens vers un logement tranquillement pas vite, plutôt que d'investir en services, en sécurité, puis ci, puis ça, sur la notion d'itinérance. C'est de la sécurité économique, ça. Je veux dire, on se permet... Tu sais, la prévention, là, c'est bon dans tout. Maintenant, est-ce qu'on va doubler toutes les infrastructures au Québec? Est-ce qu'on va faire un deuxième pont à Joliette? Pas à Joliette, à Trois-Rivières, le pont La Violette, je pense pas. Est-ce qu'on va faire un premier puis un deuxième pont au-dessus de la rivière Saguenay entre Tadoussac puis baie Sainte-Catherine? C'est tout ça, c'est baie Sainte-Catherine? Oui, c'est ça, baie Sainte-Catherine. Oui. Hein? Un premier pont pour sécuriser, puis un deuxième au cas où. Ça n'a plus de fin, ça n'a pas rapport. C'est pas un bon argument, mais ils se sont accrochés sur spécifiquement cet enjeu-là. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Puis c'est un prétexte qu'on est en train aussi de verrouiller, parce qu'il y en aurait une option. Il y a des études dans les dernières années qui ont dit que pour être capable de faire passer du transport en commun, l'étude là 2015, le rapport, le rapport de, c'était la Ville de Québec et la Ville de Lévis qui avait fait une étude pour un SRB entre Québec et Lévis. L'étude disait ça prend un abaissement du tablier du pont de Québec pour être capable de faire passer des véhicules qui sont plus gros, des SRB. Ce que le ministre Duclos se plaît à rappeler d'ailleurs depuis une semaine. Exact. Parce qu'on comprend que le pont de Québec, c'est pas un enjeu de portance, c'est pas un enjeu de capacité à supporter un poids. Là. Il passe déjà des bus dessus de la ST Lévis. Il passe déjà des trains. Marc-André. Il est conçu pour les trains. Je veux dire, les trains de marchandises passent encore dessus, que je sache. Donc, c'est quand même pas mal plus lourd. Donc, c'est vraiment une question de dimensionnement du tablier. Il faut l'abaisser. C'est une question de hauteur. Tu sais, le pont est fait de façon à qu'il y a des espèces de poutres qui sont en diagonale dans le haut. Quand vous passerez dessus, vous verrez. Là. Donc, il y a une question de hauteur, puis il y a une question de largeur. Mais on pourrait faire ça. Mais ça s'adapte. Ça s'adapte. Puis vous savez quoi? Le tablier, là, ça appartient... le pont appartient au ministère, au fédéral maintenant. Puis le tablier, lui, appartient au gouvernement du Québec. C'est le MTQ qui en est propriétaire. Et à partir du mois d'août, là, ce mois d'août-là, pendant 3 mois, il va faire des travaux sur ce tablier-là. Il va simplement enlever l'asphalte puis en remettre de la neuve. Il ne va pas l'abaisser. Donc, à partir du mois d'août, cette solution-là qui permettrait justement d'accepter des camions si jamais il y a un enjeu, avec le pont Pierre-Laporte, on est en train de la verrouiller. On est en train de l'empêcher parce qu'on se dépêche à passer les travaux pour après ça être capable d'utiliser cet argument-là pour justifier un troisième lien. La ministre des Transports est en train de faire toutes les choses à l'envers. D'abord, jamais il y a eu de définition ou d'argumentation ou d'études pour démontrer le besoin de sécurité économique. Hein. C'est parti de quelques commentaires recueillis ici et là par la CDPQ Infra. D'autre part, une fois que tu as établi ton besoin, le problème, là, tu vas trouver la meilleure solution pour y répondre. Est-ce que c'est un troisième lien? Peut-être. Est-ce que c'est abaisser le pont de Québec? Peut-être. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Peut-être pas. Bref, on est en train de faire les choses à l'envers comme on a toujours fait sur les enjeux du troisième lien. On fait les choses à l'envers. On veut imposer une solution. Puis après ça, on trouve des arguments, on trouve des problèmes à régler par cette solution-là. C'est une solution qui se cherche des problèmes, le troisième lien. Oui. Mais c'est pas difficile de comprendre pourquoi. En fait, c'est pas la saine raison qui règne ici. C'est un électoralisme assez primaire, au fond. Exactement. C'est pas un enjeu de sécurité économique. C'est un enjeu de sécurisation de postes électoraux. Exactement. On veut protéger des élus qui ont peur pour leurs fesses, qui ont peur de perdre leur siège, au profit de qui? J'imagine probablement le PCQ, peut-être Québec solidaire. Je pense pas, non, parce qu'on ne promeut pas évidemment le troisième lien, mais je pense qu'il y a cette crainte-là très, très forte.
Et cette pression-là très, très forte auprès des élus. Et encore une fois, on se retrouve dans une espèce de paradigme où finalement, les cycles électoraux nous font prendre de très mauvaises décisions. Puis encore, je dis ça, là, des très mauvaises décisions. Est-ce qu'il va vraiment se faire? Ça va être quand même leur 4e élection en 2026 où ils vont se présenter avec la promesse d'un 3e lien. Rappelez-vous que Éric Kerr avait mis son poste en jeu si jamais on ne commençait pas les travaux avant 2022. Rappelez-vous qu'Éric Kerr avait dit « Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour ce projet-là ». Et pour l'instant, depuis qu'ils ont commencé à parler d'un 3e lien en 2014, donc ça fait 10 ans, ce projet-là n'a jamais avancé. Est-ce qu'on peut envisager le scénario où il démarrerait le projet sur les chapeaux de roue avant les prochaines élections et où ce serait trop tard pour, s'ils étaient battus au prochain scrutin, pour un autre gouvernement de reculer? C'est possible. En même temps, ça prend des grandes études. Il va falloir on va passer par-dessus la voie maritime du Saint-Laurent. Il y a des fortes chances. On va arriver en plus dans les terres du côté des battures de Beauport qui sont des milieux de vie, des milieux de biodiversité très sensibles. C'est sûr que le fédéral va s'en mêler aussi. Donc, à voir. Étienne, vous vouliez aussi nous parler donc de l'annulation, en fait, le réseau de transport de Lévis avait des liaisons directes avec le centre-ville de Québec, donc sur la colline parlementaire. Ils ont arrêté ces liaisons-là. Oui, exactement. Ce qui déplaît à beaucoup de citoyens Lévis, d'ailleurs, qui se sont mobilisés pour faire entendre leur mécontentement. Oui, effectivement. Donc, à partir du 2 juillet prochain, les parcours ESQ, ECQ, ELQ, EOQ. En fait, grosso modo, c'est les express qui partent de Lévis et qui se rendent jusqu'à la colline parlementaire. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la colline parlementaire. Évidemment, c'est un trajet qui est important. Il y a une coupure et on va dorénavant forcer les gens à effectuer une correspondance à partir de Sainte-Foy, grosso modo, soit à Laurier, soit à l'Université Laval. Et ça, c'est en contradiction avec des décisions des engagements que le maire Lehouillier et le vice-président de la ST Lévis, Michel Patry, avaient pris en octobre 2023 de ne pas couper les services. Or, en mars 2024, le CA de la ST Lévis a voté à l'unanimité pour couper finalement la desserte directe vers la colline parlementaire. Donc, il y aura cette correspondance forcée. Puis vous savez, quand on utilise le transport en commun, quand on a des correspondances, c'est une pénalité. C'est-à-dire que on rallonge évidemment les trajets. En plus, les gens vont passer d'autobus dans lesquels ils sont peut-être assis ou debout, mais pas trop serrés, parce que pour l'instant, l'achalandage sur ces lignes-là a baissé, est raisonnable. Ils vont arriver dans des 800, des 801 qui risquent d'être quand même, on les connaît, nous autres à Québec, les 800, 801 sont assez bien cordés. Là. Je l'ai pris encore récemment parce que je prends plus le vélo l'été, là, mais quand il m'arrive de prendre l'autobus des fois, plus l'été, oh là, c'est chaud. Donc, ce qu'on risque d'avoir, en fait, c'est davantage de personnes qui vont tout simplement abandonner le transport en commun, recommencer à prendre leur automobile, recommencer à eux autres même aussi participer à la congestion, finalement, qui sévit dans les rues de Québec. Moi, le 4 juin dernier, j'ai déposé une pétition à l'Assemblée nationale. Il y a des citoyens qui m'avaient approché pour demander que Geneviève Guilbeault finance mieux. Parce que c'est ça, à la fin. Le grand enjeu, là, je veux dire, j'ai l'air de taper un peu sur la ST Lévis, là, mais c'est vraiment un enjeu de financement. Je comprends la ST Lévis de faire des choix qui sont peut-être impopulaires, même si je suis pas d'accord avec le choix qu'ils ont fait de réduire là, mais je comprends que d'être devant la situation où on manque de financement, manque de soutien du gouvernement du Québec face aux immenses déficits que les sociétés de transport ont, puis la ministre des Transports a dit que c'était pas dans la mission d'État d'investir dans les services de transport en commun, mais d'être obligé de trouver des solutions, de faire des acrobaties pour être capable de boucler le budget. Ils n'ont pas le droit de faire des déficits dans les sociétés de transport. Donc, non, c'est clair. Donc, par manque de financement, ils vont couper à un moment donné. Donc, moi, ce que je demande à Geneviève Guilbeault, et j'espère qu'elle nous écoute en ce moment, à CKIA. J'espère qu'elle nous écoute. Je gagerais pas un sinon, on va y envoyer l'extrait. J'aimerais lui faire comprendre qu'une diminution de service causée par un manque de financement, c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de s'insérer. Moins tu as de financement, moins tu as de services, moins tu as d'achalandage, moins tu vas avoir de revenus aussi. Donc, on s'en va vraiment dans un cercle vicieux. Certains parlent d'une spirale de la mort, mais c'est clairement une pente descendante sur laquelle elle est en train, par manque de soutien des sociétés de transport, elle est en train de nous envoyer. Quand il s'agit de routes, là, quand il s'agit d'autoroute, de 3e lien, pour prendre cet exemple-là, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais un déficit trop gros. On subventionne, on sort l'argent du côté du MTQ pour le transport en commun, alors que c'est clairement au cœur de notre action climatique, c'est au cœur de la lutte contre la congestion, c'est au cœur de la mobilité dans les centres urbains. La ministre des Transports
elle trahit la mission de son organisation. Elle vous a dit que c'était pas la job de Québec de financer le transport collectif. On va y faire comprendre le contraire, j'espère, parce que ça participe grandement à l'économie du Québec, à la mobilité et à la lutte contre la congestion et au changement climatique. Étienne, c'était notre dernière rencontre Oui. avant la prochaine saison. Donc, vous allez j'espère que vous allez vous reposer cet été. Oh oui. Oui, j'espère que vous prenez des vacances vous aussi. Hein? Oui, bien sûr, on prend des Parfait. vacances et Alors, on devrait pouvoir se retrouver en septembre. Parfait. Je vous souhaite un très, très bon été à toute l'équipe de Québec Réveil et de CKIA, puis aux auditeurs et auditrices aussi qui nous écoutent. Merci beaucoup, Étienne. Au plaisir. Bonnes vacances. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.